De découverte en découverte. Ce week-end, le Moulin d'Eschviller accueille la 5e édition du festival Moselle Écologie, un événement proposé par le département de la Moselle, la communauté de communes du Pays de Bitche et l'association mosellane d'économie montagnarde. Un programme familial et convivial est proposé avec notamment des spectacles. Je suis le professeur Cornelius Insectus, grand entomologiste reconnu dans le monde entier. Et je suis venu ici, au Festival de l'écologie, pour vous parler des petites bébêtes qui grouillent et qui chatouillent autour de vous, que l'on appelle les arthropodes. Des animaux parfois très impressionnants. Celle-ci va se cacher sous un caillou, sous un rocher. Elle va attendre que sa proie passe devant ses 8 pattes et ses 8 yeux, et là ensuite, toc, elle va l'attraper. D'accord? Brachypelma smithi. Au festival Moselle Écologie, on retrouve également des conférences, des expositions, dont celle consacrée aux différents usages de la forêt, réalisée par les élèves de l'École nationale supérieure des arts décoratifs, qui étaient en résidence l'année dernière dans le Pays de Bitche. Et ce week-end, au Moulin d'Eschviller, il y a aussi des producteurs, des artisans, des associations locales, la visite de 3 musées, des sorties nature, des animations musicales et différents ateliers pratiques pour apprendre en s'amusant. Vous allez mixer sur le vélo, en fait, sur la motocyclette. Donc ce qui nous fait ne pas jeter de fruits, donc éviter le gaspillage alimentaire. Vous pouvez ensuite consommer le fruit de vos efforts pour faire le plein de vitamines. C'est une très bonne idée puisqu'il faut un engagement citoyen maintenant. L'écologie, c'est quand même important. Et c'est bien justement de découvrir tous ces stands et puis ces animations et puis de découvrir ce qu'on peut faire au quotidien pour l'écologie. C'est vraiment sympa, c'est pas habituel et ça permet de découvrir des choses qu'on voit pas forcément dans le secteur autrement, quoi. C'est des nouveaux stands, des nouvelles animations, etc. Donc c'est vraiment sympa. Le festival Moselle Écologie se poursuit ce dimanche jusqu'à 18 h. L'entrée est libre et gratuite. Venez petits et grands, venez, venez, on vous attend, on vous attend. Un tout premier hôtel ouvre ses portes aux thermes de la Sarre. Avec le Marrakech, le groupe Shower & Co, propriétaire des thermes, se lance dans un nouveau pari. Miser sur une offre hôtelière de luxe pour agrandir sa clientèle. 32 chambres, dont 25 suites, ont été aménagées dans ce bâtiment de 2700 mètres carrés. Son rez-de-chaussée sert désormais de centre d'accueil pour les thermes. 12,5 millions d'euros ont été investis dans ce nouveau projet. Un important investissement économique salué par Anke Rehlinger, ministre-présidente de la Sarre. 8 postes supplémentaires ont été créés pour faire tourner cette nouvelle activité et d'autres embauches sont possibles en fonction de l'évolution du projet. Et personne ne sera oublié, chaque élève de CP de l'école biculturelle de la Blise recevra sa Schultüte lors d'une cérémonie mêlant danse, chansons, ballons, rires et photos souvenirs. Cette tradition venue d'Allemagne célèbre le premier jour d'école. De grands cônes colorés garnis de petites fournitures marquent le passage de la maternelle à l'élémentaire. Pour rendre l'instant encore plus spécial, chaque enfant de CP reçoit sa Schultüte des mains d'une marraine ou d'un parrain choisi parmi les élèves de CM1 ou CM2. Pour moi, marraine, c'est aider des CP à grandir. Surtout que notre école, elle est très grande, donc ça va les aider à grandir et pour moi, ça se fête. La nouvelle directrice, auparavant à la tête de la maternelle du Gregesberg, retrouve avec bonheur ses anciens élèves. Je suis ravie de participer à cette cérémonie. Les enfants, je les suis. Ça me fait plaisir. Je connais la moitié qui était déjà au Gregesberg, que je poursuis, je les vois grandir. Et je suis ravie de rencontrer de nouvelles familles également. Et c'est une étape pour les enfants comme pour les parents. Et je trouve de symboliser ça avec une Schultüte, en fait, c'est positif pour les enfants, pour les parents et pour l'équipe aussi. Un moment symbolique à mi-chemin entre fête et tradition qui tisse un vrai lien entre grands et petits. Dimanche, sur la zone commerciale de Nenkirch, le marché aux puces organisé par la Croix-Rouge de l'antenne de Sarreguemines a fait le plein.
220 exposants, des stands à perte de vue et des visiteurs venus chiner la perle rare ou craquer pour un vélo vintage fraîchement restauré. Entre deux trouvailles, petits et grands ont aussi pu s'initier aux gestes qui sauvent grâce aux bénévoles présents sur place. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, ma dernière question portait sur cette sculpture que l'on peut voir aux abords du rond-point de la Voie Verte. Il s'agit en fait d'une œuvre appelée Le Monde en Marche de l'artiste Yannick Lang. Les personnages représentés pointent leur regard vers Schorbach et nous amènent ainsi vers le centre d'art Grossergarten. Et hier soir, notre regard était tourné plutôt vers le ciel pour observer la lune de sang qui était suivie d'une éclipse lunaire totale visible sur notre secteur. Certains d'entre vous ont peut-être eu la chance de l'observer et même de la photographier comme Pacom Kremer que l'on remercie pour ces très belles images. N'hésitez pas d'ailleurs à nous les envoyer et je les partagerai dans la météo de demain. Et côté météo justement, on retrouvera de la pluie demain matin avec de fortes averses mais qui se feront de plus en plus rares au fil des heures. Dans l'après-midi, le ciel sera plus dégagé et côté température, les minimales iront de 11 à 13 degrés et les maximales de 17 à 19 degrés. Demain, nous fêtons les Alains et il fera jour de 6h58 à 19h59. Passez tous encore une très belle journée en notre compagnie et à demain! L'association Atout Danse vous propose une initiation à la danse de salon. Démarrage des cours pour débutants le mercredi 17 septembre à 20h au FSE de Roth. Pas d'inscription nécessaire, le premier cours est gratuit et sans engagement. À Eschwiller, au cœur du pays de Beach, découvrez l'Auberge du Moulin. Profitez d'une terrasse au bord de l'eau dans un cadre paisible et authentique. Savourez une cuisine maison sublimée par une carte généreuse et des produits frais du terroir. Et pour prolonger l'expérience, nos chambres cosy vous accueillent le temps d'une nuit paisible à la campagne. L'Auberge du Moulin, nature, terroir et convivialité. Besoin d'un coup de main à la maison ? AD Assist à Rohrbach-les-Beach, une entreprise locale avec plus de 100 professionnels, vous aide à domicile pour le ménage, les repas et les courses. Et grâce au crédit d'impôt déduit instantanément, vous ne payez que 50%. Appelez-nous au 03 87 09 32 43. Les audioprothésistes sont-ils bien formés et compétents ? À la passion de l'audition, vous êtes accompagné par des spécialistes de l'audition. Nos audioprothésistes sont diplômés d'État et suivent régulièrement des formations. Et cela fait plus de 20 ans que nous mettons notre expérience à votre service. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtements, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Mosaïque Cristal, c'est désormais de l'info 7 jours sur 7 avec de nouveaux reportages chaque jour. Retrouvez aussi vos programmes préférés, hop là, à la découverte du territoire. Café Grenzel avec nos amoureux du Plat, Grenzenlos, focus sur des thématiques transfrontalières, en immersion à la découverte d'un métier, Histoire d'histoire sur les traces de notre patrimoine, Polygone pour des discussions animées. Rendez-vous du lundi au dimanche à midi sur Mosaïque Cristal pour une nouvelle émission multi-rediffusée jusqu'au lendemain.
Bonjour à tous, notre invité du jour se nomme Simon Vanner, il a 31 ans et a réalisé en août dernier un challenge de taille puisqu'il a atteint le sommet du Mont Blanc. Il nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Simon. Bonjour. Vous êtes licencié au cyclo-club de Sarreguemines et au Sarreguemines Triathlon Club et vous avez déjà 2 Ironman à votre actif, ce qui représente 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 195 km de course à pied. Et vous avez récemment réalisé ce nouvel exploit le mois dernier. Tout d'abord, comment est né ce nouveau défi et cette idée un peu folle finalement d'escalader le Mont Blanc? Alors je suis, comme dit, un passionné de sport et de triathlon et de montagne aussi surtout. Et en 2021, j'avais, après juste mon premier demi-Ironman, j'étais parti un petit peu randonner à partir de 2000 mètres et puis je suis monté sur un glacier. À 3000 en Suisse, là, à 3000 mètres. Et puis j'avais adoré ça, de marcher dans la neige, chercher un petit peu les traces. Mais bon, je croisais des gens qui étaient équipés, j'étais pas forcément équipé. Je me suis dit, ah tiens, ça c'est quelque chose qui me plairait bien dans le futur. Et puis bon, c'est pas revenu forcément tout de suite les années d'après. Et puis là, cette année, je me suis posé la question, je retournais avec des copains faire du trail en Suisse, j'étais pas trop loin des montagnes, et puis je cherchais un petit peu un défi, quelque chose à faire là dans le coin. Et puis c'est comme ça qu'est née un peu cette idée du Mont Blanc, quoi. Et puis après j'ai commencé à creuser cette année là, comment y aller, et puis comment préparer tout ça. Ouais. Donc voilà, dans votre parcours, donc depuis 2021 et votre première épreuve à Rapperswil-Jona, on sent voilà une montée en puissance depuis le sport d'endurance jusqu'à l'alpiniste. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer ce cap? Comme dit, vraiment de chercher, je cherche toujours un peu à me dépasser dans les Ironman, de trouver des nouvelles choses et un petit peu cette adrénaline de l'inconnu, comme sur l'Ironman où on ne sait pas, quand on n'a jamais fait les distances, on se dit waouh, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je ne vais pas y arriver, on réfléchit un peu à toutes les stratégies pour y arriver. Et ouais, cette envie un peu d'aller chercher l'inconnu et de voir comment ça peut se passer. Ouais. Vous avez préparé cette ascension tout seul, sans guide. Quelles ont été pour vous les principales étapes pour préparer cette grande épreuve? La première étape, c'était de réussir à avoir toutes les conditions requises pour monter, parce qu'il y a ce qu'on appelle une brigade blanche sur le chemin, sur la voie normale du Mont Blanc, qui, eux, sont là pour contrôler, alors je ne sais pas si c'est des gendarmes ou enfin c'est des gens qui sont là pour contrôler le trafic des personnes qui montent. Et donc il faut avoir le matériel nécessaire, il faut surtout avoir au moins une réservation dans un des refuges d'altitude, dans un des 3 refuges, que ce soit Nid d'Aigle, Tête Rousse ou le Goûter. Et du coup, le premier défi, c'était de réussir à avoir une place, puisque les refuges sont complets à partir du moment où ils ouvrent les places pour s'y inscrire, quoi. C'était déjà ça, le premier gros travail, c'était d'avoir une place. Et bon, quand j'ai travaillé au mois de juillet à mon accueil de loisirs, c'était vraiment réussir à tous les jours me connecter pour avoir un désistement de quelqu'un et avoir ses places, quoi. Et ensuite, les prochaines étapes, quelles ont été les prochaines étapes avant de partir? Alors du coup, en parallèle de cette recherche de refuge, j'ai commencé à m'équiper, à acheter un piolet, des crampons, tout ce qui est la partie vêtements un peu thermique pour la neige, la pluie, tout ça. Alors faisant un peu de l'ultra trail aussi. Je savais un petit peu comment m'équiper d'un point de vue vêtements. Alors le plus dur, c'était de voir l'équipement technique pour le glacier. Donc avec piolet, crampons, et puis sur les parties un peu plus pentues aussi, donc avec un baudrier, une longe, une corde, comment un peu ça fonctionne. Alors j'ai regardé un peu des vidéos et puis j'ai commencé à mettre le baudrier chez moi, les crampons, à regarder un peu dans mon appart comment ça se passait. Bon, c'était pas le meilleur terrain d'entraînement, mais voilà, c'était un peu la préparation un peu du truc. Et ensuite, vous partez pour cette ascension. Quels sont vos sentiments au début? Comment vous imaginez la suite? Comment ça se passe? J'en ai parlé un petit peu avec mes proches avant de le faire, et tous étaient là un peu, étaient stressés, dans le sens où je partais un petit peu dans l'inconnu, parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire.
Et en même temps, ils connaissent un peu les risques de la montagne et puis on voit un peu les informations. Chaque année, il y a des morts sur le Mont Blanc. Donc on m'a rappelé plusieurs fois, oui, tu sais dans quoi tu t'engages, vraiment les risques que tu prends. Et ouais, il ne faut pas que ça paraisse anodin non plus. Et surtout, s'il y a des gens qui veulent se lancer là-dedans, il faut vraiment avoir conscience de ces risques. On pourra toujours que recommander de prendre un guide avec soi. Mais vraiment, donc du coup, stresser un petit peu. Et j'avais en tête toujours si vraiment ça devient trop dur, parce que même si on est préparé, même si les conditions sont réunies, ne serait-ce que la météo peut faire qu'on n'arrive pas au sommet. Donc j'avais en tête à partir du moment où ça devient trop dangereux ou vraiment trop risqué pour moi, de faire demi-tour, quoi. C'était un peu l'appréhension au début. Ouais. Le deuxième jour, vous franchissez le couloir de la mort, qui est réputé comme l'endroit le plus dangereux de l'ascension. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? La première fois où je l'ai passé, j'avais un peu peur. Je voyais les gens qui passaient un par un. Donc je me suis dit, bon, là, je suis un peu le schéma. C'est, à mon avis, s'il y a un éboulement, il faut qu'il n'y en ait qu'un qui soit pris dedans. Donc du coup, je suis passé assez vite. Ça faisait un petit peu peur. Mais à l'aller encore, je l'ai moins eu de frissons, on va dire, qu'au retour. C'était surtout dans la descente, le lendemain, où il y a eu un petit éboulement et où j'ai dû me cacher derrière un rocher avant de passer, où là j'ai eu un peu des frissons et j'ai presque couru dans le couloir pour être sûr d'arriver entier de l'autre côté. Oui. Ensuite, vous êtes arrivé après 2 jours intenses dans le brouillard à 4800 mètres. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce moment précis? Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là, une fois arrivé au sommet? C'est incroyable parce que ça faisait presque 2 jours, sur 2 jours que je partais pour monter. Et là, vraiment, c'était la quête ultime. On arrive en haut et c'est le sentiment du devoir accompli. C'est magnifique. C'est blanc. Alors après, oui, je voyais pas grand-chose dans le brouillard. C'était un peu sombre et j'ai pas eu de chance parce que ceux de juste avant moi, ils avaient un temps dégagé et puis je suis arrivé pile au moment où il y avait le brouillard. Mais bon, on voyait quand même un petit peu au loin et c'était comme quand on finit une course, quoi. C'est vraiment la dopamine, l'excitation et je pensais même pas encore à la redescente. C'est seulement 2-3 minutes après être en haut, je me dis mince, maintenant il va falloir réfléchir un petit peu à la descente, quoi. Là, il va falloir se concentrer. Et je suis pas resté trop longtemps, comme le brouillard était là, il fallait pas traîner. Oui. Alors dans votre ascension, vous étiez seul, mais vous avez aussi fait beaucoup de rencontres, des Polonais, un guide, différents couples. Quel rôle a joué justement ces rencontres dans cette aventure solitaire? Ça m'a permis un petit peu, dès le premier soir dans le refuge, j'ai complété une table, donc je discutais avec les gens et ça m'a permis de voir un petit peu comment eux appréhendaient la chose, comment ils préparaient un petit peu ça. C'est comme ça que j'ai vu que les guides faisaient des petites réunions le soir pour décider un petit peu en fonction de la météo de comment monter le lendemain. Et donc ils se calaient tous sur un horaire et puis ça partait un petit peu en file indienne le lendemain matin. Et donc j'ai appris en même temps de ces discussions à quelle heure partir, un petit peu comment passer, comment cramponner, en discutant un petit peu avec les gens comme ça, j'ai appris un peu des choses là-dessus, quoi. Ils vous ont beaucoup aidé, ces gens-là? Alors ça dépend. Certains que j'ai rencontrés, avec qui j'ai discuté, oui. Il y en a d'autres, un petit peu comme dans la vie de tous les jours, qui discutent un peu moins, qui sont plus réservés. Mais vraiment, la rencontre avec le guide Jérôme là d'Annecy, lui, c'était vraiment... c'est un ancien prof de maths, donc du coup, peut-être que la communication est mieux passée à ce niveau-là, comme je suis enseignant aussi. Mais lui avait ce côté un petit peu pédagogue et il m'a bien expliqué les choses. Et bon, il m'a aussi mis en garde des dangers de la montagne, quoi. Mais il m'a aussi expliqué un petit peu comment il fallait cramponner, comment se préparer à ça, etc., quoi. Est-ce que vous le referiez seul, avec le recul? Alors, je ne m'attendais pas forcément à toutes ces étapes-là, à ce qu'il y ait... à ces passages en arête un petit peu dangereuses, c'est la partie du couloir où il y a vraiment des pierres, où on s'accroche à fond. Je ne m'attendais pas forcément à ces parties-là, donc je pense plutôt à refaire accompagné. Ouais, ça minimise un peu le danger, hein, donc c'est sûr que ça serait mieux. Ouais. Et quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui a un rêve de se lancer dans l'ascension du Mont Blanc?
Déjà de se rapprocher d'un guide pour essayer de préparer la chose, ou au minimum de quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans la montagne. Parce qu'on voit, donc on recommande les guides, mais il y a quand même pas mal de personnes que j'ai croisées, des cordées, où ils n'ont pas forcément de guide, mais la plupart sont équipés, et puis ils sont au moins à 3 ou 4. Donc ça rassure un peu. Et là, je vois, j'ai été contacté par mon formateur du BAFA qui fait, lui, de l'alpinisme, et qui me disait, oui, si ça t'intéresse, mon père étant vieillissant, on peut faire une cordée un été. Lui, il a déjà fait 13 sommets à plus de 4000, donc avoir quelqu'un qui a de l'expérience au minimum pour se lancer là-dedans et partir à 2 au moins, c'est plus rassurant. Ouais. Pour conclure, est-ce que vous avez des nouvelles ambitions? Est-ce que vous allez vous lancer dans d'autres projets futurs comme celui-ci? Donc, comme je le disais, avec mon formateur du BAFA, là, qui lui fait un petit peu ça, je vais voir avec lui peut-être l'été prochain ou d'ici 2 étés pour refaire peut-être l'un ou l'autre sommet, pas le Mont Blanc, mais d'autres sommets à 4000 qui sont tout aussi beaux dans les Alpes. Oui. Écoutez, merci beaucoup Simon d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Actu Sport. L'un de nos sportifs locaux se prépare pour une grande échéance. Le coureur Jan Schrub, licencié à l'ASA, il s'entraîne actuellement pour les championnats du monde d'athlétisme qui vont débuter ce week-end à Tokyo. On l'a suivi lors d'une de ses séances à Sarreguemines. Un reportage de Dimitri Claus et Thibaut Desmerlet. Dernière grande séance d'entraînement à Sarreguemines pour l'athlète Jan Schrub. Ce mardi, il s'envolera au Japon pour les championnats du monde d'athlétisme. Vendredi dernier, il était au stade Gérard Burg. Le but est de se maintenir en forme physiquement et mentalement. Vraiment content, la forme revient. C'est vrai qu'une petite période où la forme était un peu moins bien après les France, là ça remonte, donc c'est de bon augure pour Tokyo. Donc voilà, j'ai pas encore tout à fait terminé. Il reste, on va dire, 3 jours de préparation encore, et puis je pense qu'on pourra partir sereinement pour le Japon. Cet été, il a pu conserver son titre de champion de France sur le 5000 mètres à Talence. Donc voilà, c'était une très grosse course et puis chacun jouait avec ses atouts. Donc c'était, on va dire, assez spectaculaire pour une fois que c'est vrai que le 5000 peut être bien regardé. C'était cool de gagner cette course. Je suis content de rajouter ça à mon palmarès. Maintenir sa condition physique n'est pas la seule chose. Jan Schrub se prépare aussi à s'adapter au décalage horaire et à s'acclimater au Japon. Une fois sur place, l'entraînement continue. Ce ne sera pas des gros entraînements, ce sera juste des ajustements pour gagner les quelques pourcentages le jour J. L'athlète participera à l'épreuve du 5000 mètres. Il part avec le moral au beau fixe. Moins de stress, bizarrement moins de stress, donc tant mieux. Et puis après, j'essaie vraiment d'appréhender la course différemment, avec plus d'amusement. Le podium est très difficilement accessible, mais il faut y croire jusqu'au bout. Et voilà, j'ai tout à gagner, donc il n'y a pas de raison que je me mette beaucoup de pression. Pour Jan Schrub, le jour J sera le 19 septembre. L'objectif est de grappiller des places et progresser étape par étape pour se préparer aux JO de Los Angeles en 2028. Après les mondiaux de Tokyo, il lui restera 4 semaines avant de finir ses études de médecine et se consacrer pleinement à la course à pied. Il ne sera pas le seul Mosellan à faire le déplacement à Tokyo. Marie-Ange Rimlinger, licenciée au club de Forbach, participera au relais 4 x 100 mètres. Et la Messine, Oriana Lazrac-Classe, est sélectionnée pour l'heptathlon. Bonne chance à eux. À Sarreguemines, c'est un rendez-vous manqué pour le SFC. Une lourde défaite samedi soir face à l'équipe de Weiersheim, 2-7 lors de la 3e journée de championnat du Régional 1. Résumé de la rencontre par Guillaume Dumonteil. On a tout mal fait. Et aujourd'hui, la seule chose que je peux dire, c'est présenter nos excuses à nos supporters, à ceux qui sont dans le club, qui donnent beaucoup de force à ce club. Et malheureusement, aujourd'hui, on a été très loin d'avoir la même force qu'eux. C'est une rencontre qui fera date. Samedi soir au stade de la Blise, les joueurs du Sarreguemines Football Club ont vécu une véritable déroute. Pour le compte de la 3e journée du championnat de Régional 1, les Bleus se sont inclinés 7-2 contre Weiersheim. Fraîchement relégué de National 3, on attendait beaucoup mieux du SFC, même si par rapport à la saison dernière, l'effectif a énormément changé. Il n'aura fallu que 7 minutes aux Alsaciens pour tromper le gardien sarregueminois. Les buts se sont ensuite enchaînés à la 11e minute, 35e minute, 45e minute.
La première mi-temps se terminant ainsi sur le score sans appel de 4-0. On a oublié tous les fondamentaux du football et à partir de là, on a été ridicule et honnêtement, un vrai match de honte. Il y a pourtant eu du mieux tout de suite en début de seconde mi-temps avec des joueurs locaux plus agressifs qui ont même réussi à inscrire 2 buts pour revenir à 4-2 à la 56e minute de jeu. Un petit sursaut, mais voilà, ça suffit pas pour jouer ce type de match-là. D'autant que Weiersheim a immédiatement réussi à marquer un nouveau but, le 5e, avant l'heure de jeu, stoppant immédiatement la volonté de révolte sarregueminoise. Mené 5-2, le calvaire du SFC s'est poursuivi jusqu'à la fin du match, Weiersheim réussissant à marquer 2 nouveaux buts pour emporter cette rencontre sur le score invraisemblable de 7-2. J'ai pas d'explication à chaud. Je vais prendre le temps de pouvoir réfléchir un petit peu avec mon groupe. Sans attendre, samedi soir, les joueurs du SFC se sont fait remonter les bretelles dans le vestiaire et ils avaient la tête basse. On espère que cette déroute aura l'effet d'un électrochoc et qu'ils feront une autre prestation lors du prochain match. C'est tout ce que je souhaite, tout ce que j'espère. À nous maintenant de travailler, de faire preuve d'humilité et puis de mettre les choses à l'endroit pour qu'on puisse faire un match qui soit digne de ce nom. Et le prochain rendez-vous pour Sarreguemines, c'est déjà ce mercredi face à l'US Forbach. Leur prestation sera particulièrement suivie. En attendant le point sur le classement général, après une victoire puis 2 défaites, le SFC est actuellement à la 10e place. Déception aussi du côté de l'AES 08 dans le championnat de Régional 2. L'équipe d'Aren Étain-Schmidvillers s'est inclinée à Mutzig 5-1 hier après-midi. Prochain match pour eux en Coupe du Grand Est ce dimanche 14 septembre à l'extérieur face à l'équipe d'Alstin-Spicheren et prochain match de championnat le 21 septembre à domicile contre Merlebach. Avis aux cyclistes, ce dimanche 14 septembre, les singles de la ligne Maginot sont organisés au départ de Saint-Jean-Rohrbach. 6 circuits VTT entre 7 et 57 km seront proposés. Également 2 circuits routes de 66 et 98 km. Et nouveauté cette année, 2 circuits gravel qui mélangent route et chemin forestier sont aussi proposés. Inscription et départ de 7h à 10h à la salle des fêtes du village. Et si vous avez un résultat ou des événements sportifs à nous partager, contactez-nous par mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. À bientôt dans l'Actu Sport.